visiter du Burkina Faso. En tout cas, on va découvrir les témoignages à travers cet élément. Le mémorial Thomas Sankara, c'est sur un site de 4 hectares pour commencer, extensible sur 14 hectares, pour aménager une infrastructure. Il y aura une tour, il y aura des statues, parce qu'on a juste une première statue qui est de Sankara qui est là, mais d'autres statues qui sont prévues. Il y aura donc un musée, il y aura un mausolée pour les corps des victimes qui sont tombées le 15 octobre 1987. Il y aura donc une bibliothèque, il y aura un parc, il y aura de nombreuses infrastructures qui retracent les grands chantiers qui ont prévalu sous la Révolution. Souvent les gens réduisent le mémorial à juste la statue. Je crois que c'est une mauvaise compréhension de ce qu'on appelle mémorial. Mémorial Thomas Sankara, c'est toute une infrastructure sociale, historique, qui va permettre aux gens de se ressourcer sur la Révolution, sur Sankara, et également de tracer les autoroutes de l'avenir. Pour l'instant, on n'a pas l'estimation de l'ensemble de l'infrastructure qui est prévue sur le site du mémorial Thomas Sankara. On a juste une maquette qui n'est pas encore dévoilée au grand public. Et nous allons faire dans les prochains mois l'évaluation, l'étude de chiffrer pour donner au public combien ce projet-là va coûter. Les gens ont donné des chiffres au hasard sans jamais être dans une fondation. Nous donnons des informations quand nous avons la crédibilité. Parce que ce projet ne peut pas se mener sans une certaine confiance et une transparence à tous les états. Parce qu'on sait que c'est un des rares projets qui est suivi à la loupe, qui est suivi comme de l'huile sur le feu par tout le public burkinabé d'abord, mais surtout africain. Parce que tous les jeunes de l'Afrique ont dit ça, pour une fois c'est notre euro, on doit pouvoir contribuer. Non seulement nous-mêmes, nous avons demandé aux gens de contribuer avec 100 francs, 200 francs, même plus que ça. Pourquoi on a demandé ça? Parce que plus vous contribuez vous-même à construire une infrastructure, un monument, plus vous êtes tenu de regarder quelle est la qualité de ce monument. D'où la polémique sur la statue. Sauf que sur la statue qui a été posée, ce n'est pas une commande du comité mémorial Thomas Sankara. C'est une commande qui était prévue par le ministère de la Culture, qui nous a été donnée en cadeau pour occuper l'espace. Donc c'est ce que nous avons fait. Il y a eu des imperfections, on a essayé de corriger, on a eu une statue provisoire qui est là. Pour nous, on est satisfait aujourd'hui parce qu'au moins on occupe le lieu. Et on a aujourd'hui en moyenne 1000 à 1500 personnes qui visitent le site actuellement. Il y a de l'engouement. Ça veut dire qu'il fallait un site comme ça parce qu'il n'y a plus d'autres sites aujourd'hui qui représentent, qui matérialisent Sankara. À part les infrastructures qu'il a laissées, le stade du 4 août, Rodoko, quelques infrastructures qu'il a laissées à Ouagadougou et dans d'autres dans les provinces, on ne voit pas les traces de la révolution. Donc, il y avait Dagnouin où il était posé, donc le cimetière, les visiteurs venaient. On pense qu'avec la statue qui est posée, on est en train de créer un autre pôle touristique potentiel pour la ville de Ouagadougou. Le projet de mémorial sera financé par probablement 3 gros acteurs. L'État va donner des financements. L'État de Burkina est engagé dans le projet de mémorial Thomas Sankara. Il y aura également les amis du Burkina. C'est-à-dire que c'est des représentations d'État. Et il y aura la population. Donc c'est pour ça que je parle de plusieurs entités qui peuvent contribuer à financer ce projet-là. Il n'y a pas que seulement l'État qui va construire. Ce qui fait la différence avec d'autres projets de mémoriaux qui ont été construits ailleurs, comme au Ghana, le mémorial Nkrumah, comme au Mali à côté avec le mémorial Modibo Keïta, qui a été exclusivement exécuté par l'État du Burkina. Nous avons voulu prendre une idée de Sankara qu'il avait développée sous la Révolution, qui s'appelle l'EPI, l'effort populaire d'investissement. À ce moment, la population cotisait pour construire un centre de santé, pour acheter une ambulance, pour construire une école. Et quand ils cotisaient pour le faire, évidemment, ça veut dire qu'ils étaient aussi les gardiens pour que ça se fasse bien. Et c'était aussi les gardiens pour que le contrôle qualité soit là, pour que l'entretien soit là. Donc c'est tous ces éléments-là que nous voulons mettre ensemble en s'inspirant de l'idée de Sankara pour construire son propre mémorial. L'effort populaire d'investissement, c'est la quote-part des populations pour construire le mémorial Thomas Sankara. Avec le contexte, les gens vont dire que ça coûte cher, c'est du gaspillage d'argent. Non, nous ne pensons pas à cela. Nous pensons que plutôt ce projet mémorial va générer d'autres recettes pour aider d'autres secteurs à se développer. Le projet mémorial, quand il sera fini et qu'il y aura une fondation ou une structure de gestion des recettes de ce projet,
ça va générer à construire des hôpitaux, ça va générer pour construire des écoles, ça va générer pour appuyer l'université qui est juste à côté en termes d'infrastructures. Donc évidemment, il ne faut pas que les gens voient juste tout de suite la perte de... Et la vie n'est pas que la nourriture, la vie n'est pas que le matériel. Là, nous sommes en train de faire quelque chose qui va nourrir aussi l'esprit. Et Sankara aimait dire ça. Donc, oser inventer l'avenir. Et c'est l'esprit qui invente. Et évidemment, nous sommes conscients que tout le monde ne peut pas adhérer à cela parce qu'en se disant que oui, c'est une œuvre architecturale, c'est une œuvre de plaisir. Non, c'est une œuvre de construction de l'histoire de l'homme. Je fais partie des gens qui ont marché au Sénégal contre la statue de la Renaissance au Sénégal. J'étais là-bas, j'ai fait 6 ans. J'ai marché avec les Didier Awadi et d'autres acteurs au Sénégal. J'étais contre. Mais là, Ouad a forcé et la statue de la Renaissance est sortie à Dakar. Aujourd'hui, c'est le premier site touristique de tous les visiteurs qui arrivent au Sénégal. Moi-même qui était contre, je suis allé faire une projection de mon film là-bas. J'ai assisté à des concerts là-bas. C'est ça comme ça la vie. Donc ça veut dire que j'ai évolué dans mon approche vis-à-vis de la statue de la Renaissance. J'étais contre au départ, Ouad a forcé la fesse à la statue, mais nous tous nous y allons. Et quand il faisait ça, il n'y avait pas d'électricité à Dakar. Il y avait des manifestations tout le temps à Dakar. Quand il faisait ça, il n'y avait pas assez à manger, il y avait des inondations à Dakar. Pour dire que ce n'est pas toujours opportun, mais pour ceux qui sont visionnaires, on force pour faire les choses parce que demain, ça va porter des fruits. Donc c'est sur cette logique-là que nous sommes et nous pensons que ça peut aller. Oui, il faut dire que cet espace est l'espace où sera recueillie l'œuvre architecturale du mémorial Thomas Sankara. Et donc, c'est un espace touristique, il faut dire, pour faire valoriser et vivifier la mémoire de Thomas Sankara. Et sur cet espace, nous avons déjà marqué le terrain en faisant en sorte que l'espace soit consacré totalement au mémorial Thomas Sankara par la statue qui a été érigée et inaugurée pour la 2e fois la semaine surpassée. Et donc là, le site est ouvert au public et tout le monde peut passer, visiter, prendre des photos. Et c'est surtout pour familiariser l'esprit des gens à la fréquentabilité du site et de cet espace que vous savez qu'il était très emprunté et très craint du grand public. Mais aujourd'hui, c'est un espace fréquentable et nous avons les gens de tous les horizons qui viennent depuis qu'il a été ouvert. Nous avons tous les publics, nous avons les personnes du 3e âge, nous avons des personnes jeunes comme moi, de ma génération, nous avons les enfants, nous avons les familles, nous avons aussi des anecdotes très importantes où on se retrouve avec, par exemple, des familles, un ladji qui prend toutes ces 3 femmes dans un tricycle qui vient et qui visite. On a des familles qui viennent avec toute leur famille habillées en t-shirt Thomas Sankara et qui viennent, qui prennent. Et nous avons fait 2 sondages la semaine dernière. Le premier sondage, c'était de vérifier la fréquentabilité du site en semaine pleine. Et nous avons en 3 heures 2 fois 250 et 230 personnes qui le fréquentent dans un intervalle de 3 heures de temps. Quand nous faisons cette évaluation, nous l'avons faite lundi, nous l'avons faite mercredi, nous l'avons faite vendredi. Et maintenant, pour évaluer la densité des personnes qui viennent les week-ends, nous l'avons fait 3 semaines successives. Nous avons entre 1200, 1050 et 1030 personnes qui le fréquentent. Et pour nous, c'est quelque chose d'assez révélateur et d'assez prémonitoire par rapport au fait que ce site va être le plus grand catalyseur des visites et le point de chute de tous les voyageurs qui viendront au Burkina. Et d'ailleurs, on a des gens qui viennent des provinces et il ne se passe personne qui vient de province, qui viennent de Bobo Dioulasso, qui viennent de Gawa et qui ne passent pas ici. Et presque tous ces visiteurs que vous voyez là, si on demande tout de suite à quelqu'un d'où il vient, vous verrez que c'est quelqu'un qui vient soit de Yako ou quelqu'un qui vient de Koudougou. Et tout à l'heure, il y en avait. Et c'est aussi l'occasion pour nous et pour le comité international de dire que la statue n'est pas le mémorial, mais le mémorial c'est une œuvre architecturale plus importante dans laquelle de laquelle fait partie la statue qui ne constitue que 0,1% de l'importance de l'infrastructure qui est attendue parce qu'il s'agit d'une tour Sankara de 87 mètres, très géante, très imposante qui va bouleverser la configuration de la ville de Ouagadougou et c'est une tour qui va révolutionner tous les projets immobiliers parce que c'est le plus géant
que le Burkina Faso va accueillir après son indépendance, sinon depuis son existence. Et l'Office international du tourisme a notifié au mémorial Thomas Sankara que c'est le site le plus imposant en termes d'ambition pour la sous-région et partant même de l'Afrique en termes de projet de mémorial. Vous avez écouté respectivement Luc Damiba, ensuite Serge Imhotep Bayala, tous du comité international mémorial Thomas Sankara. Nous visitons ce mémorial cette semaine, donc merci d'avoir écouté leur interview. Pour la suite de l'aventure, on va s'informer à travers la revue de presse. Et nous recevons aujourd'hui le directeur de l'information de Savane Media pour la revue de presse, Elhadj Smaïl Arabo. Bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à vous toutes et à vous tous. On découvre les titres d'abord. À commencer par le quotidien AES, la mise en circulation des passeports à compter du 29 janvier 2025. Lutte contre la fièvre typhoïde, le ministre Kargougou lance la campagne nationale de vaccination à Tangendasouri. Digne d'intérêt, ouverture des sessions d'investissement sur les crypto-monnaies, le ministère des Finances invite à la vigilance. Personnel de la mairie de Bobo, chaque agent invité à se présenter physiquement muni de ses documents. Nouna, le PDS, interpelle sur la coupe abusive des espèces forestières protégées. Cannes 2025, le tirage au sort prévu pour le 27 janvier au Maroc. Dernier titre à la une de Le Quotidien, reconquête du territoire national, nous souhaitons que la vallée du Sourou soit libérée. Propos de Issouf Djibo. L'Observateur Palga à présent, lancement, vaccination contre la fièvre typhoïde, les premières piqûres aux enfants de Tangendasouri. Dans une lettre pour l'AIPA 6, retrait de la CEDEAO, quelle disposition pour les 70 burkinabés de l'organisation. Un passeport AES à partir du 29 janvier. Mystère sur le sort des 4 chauffeurs marocains enlevés. Promotion immobilière Abdul Service dans la cour des sociétés agréées. Cybercriminalité interpellée pour appropriation frauduleuse de numéraires via les TIC. Lutte contre le grand banditisme en milieu urbain, réseau de présumés malfaiteurs aux frais atteints Kodogo. Et puis Asnoa et Jean Yamego toujours aux commandes de la zone 3. Terminons avec le journal Le Pays, Burkina, Mali, Niger, le passeport de l'AES en circulation à partir du 29 janvier. Occupation anarchique sur la RN22, la police municipale fait le ménage. Projet de développement de la pharmacopée traditionnelle, les remarques et propositions d'un enseignant-chercheur. Semaine de Poko, période de l'harmattan, des astuces pour protéger ses mains contre le dessèchement. Dans Pot-Pourri, on retient le titre « Pratique de fraude en finances publiques au Burkina », l'ex-contrôleur général d'État Philippe Nion à cœur ouvert. Mystère psychique et spirituel, la connaissance et l'intelligence n'ont ni barrière raciale ni confessionnelle, selon Roch Bakiono. Actu Sport, Mercato, le Burkinabé Cheikh Djibril Ouattara atterrit au Rwanda. Merci bien, Elhadj, pour ces titres. Retour au Burkina Faso. Le Premier ministre sera aujourd'hui à Bobo Dioulasso pour l'inauguration du dépôt de carburant de Pénic de la Sonabi. Oui, c'est un dépôt de carburant dont nous avons visité le chantier il y a à peu près 2 ans et demi. C'était une chance des journalistes qui étaient en formation, concertation et échange avec la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures a pu ensuite se rendre sur place. Le groupe de journalistes a pu ensuite se rendre sur place pour voir le chantier. Il s'agissait en fait d'agrandir le dépôt de carburant, c'est à la fois l'essence, le gasoil, le gaz qui est déposé sur place et qui demandait pour la zone de l'Ouest un agrandissement des dépôts, les grands fûts qui contiennent habituellement ces gaz-là et à partir desquels on peut approvisionner les différentes stations et les différentes localités du Burkina. Je crois que nous avons trouvé sur place en son temps une équipe de Chinois qui était commis à la tâche de confectionner ces dépôts-là
Et pour vous dire tout, c'est vraiment pas facile de monter des dépôts comme ça. On comprend pourquoi souvent nos entreprises n'arrivent pas à s'approprier des marchés d'un tel type. Donc le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, après la fin de ces travaux-là, va inaugurer le dépôt de carburant de Penny qui va à la fois désengorger l'ancien dépôt qui paraissait plus petit et également le dépôt principal du pays qui est celui de Bingo à Ouagadougou, parce que à partir de l'ouest, on n'aura plus besoin de venir jusqu'au centre pour se ravitailler en carburant. Je crois qu'il y a un projet du genre qui est, je fais en même temps des digressions, qui est en préparation pour la zone de l'Est, vers Koupéla. Initialement c'était Fada, mais je crois que c'est maintenant vers Koupéla que le dépôt sera fait. Et ça va permettre d'autonomiser davantage un peu toutes les parties du Burkina en hydrocarbures, gaz. Le Premier ministre va inaugurer le dépôt de carburant de Penny, y encourager les travailleurs et la direction de la Sonabi qui ont mis pas moins de 32 milliards de francs CFA dans les travaux d'élargissement et d'agrandissement du dépôt de Penny. Mais ça ne sera pas tout. Il va faire d'autres rencontres, il va avoir d'autres activités sur place au cours de ce week-end-là. Entre autres, je crois qu'il va visiter les chantiers de construction du nouvel hôpital de référence de Bobo-Dioulasso. Là encore, on parle des Chinois, parce que c'est en partenariat avec la République populaire de Chine. Et puis, il va avoir des entretiens, des audiences, comme les autorités en ont l'habitude quand elles se déplacent dans les régions à l'intérieur du pays. Et je crois qu'il va même visiter la maternité Gimbi Ouattara, selon le programme établi par les services de la primature. La maternité de Gimbi Ouattara, qui est la plus vieille maternité de Bobo-Dioulasso, dont les bâtiments doivent être, on imagine, fatigués, mais qui est en reconstruction grâce à une initiative communautaire des fils et filles de Bobo-Dioulasso sur place. C'est autour de ces activités-là que le Premier ministre va passer le week-end à Bobo-Dioulasso. Et je crois que ça renforce davantage l'idée que la capitale économique a besoin d'un nouveau souffle, à la fois pour sa redynamisation économique, mais pour son développement de façon générale. Bien sûr. Oui. Parlons maintenant de cette campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde. Oui, une première qui va toucher pas moins de 10 millions d'enfants de 9 mois à 14 ans. Donc on imagine, quand on regarde l'intervalle d'âge, c'est le maximum d'enfants du Burkina, en tout cas les tout petits, 9 mois à 14 ans. Et je crois que pratiquement tout le monde a un enfant ou deux enfants concernés. Et donc il faut se préparer. La campagne a commencé hier. Elle a été lancée par le ministre Lucien Robert Jean-Claude Kargougou, qui s'est déplacé au CM, au centre médical de Tangdasouri, à côté de Ouagadougou, et ensuite dans au moins une école pour lancer la campagne de vaccination. Nous avons cherché à voir sur le terrain ce qui se passait, mais il nous est revenu, pour ce qui est de la région du centre par exemple, il nous est revenu que la cérémonie officielle marquait hier l'ensemble des activités et que c'est aujourd'hui que les équipes vont se déployer sur le terrain pour administrer la dose de vaccin contre la fièvre typhoïde aux enfants, je rappelle, de 9 mois à 14 ans. 10 millions d'enfants sont concernés. Pour la région du centre par exemple, c'est autour d'1 million d'enfants. Et les équipes vont se déployer dans les écoles, dans les marchés, et pour retrouver les enfants qui sont concernés. Donc il faut que les parents soient à l'écoute, il faut qu'ils se rendent disponibles, et il faut qu'ils soient ouverts aux équipes médicales là, pour que la campagne se passe plutôt bien. On connaît la fièvre typhoïde comme une maladie qu'on assimile ou qu'on confond souvent au paludisme, qui est une maladie à la fois des mains sales, des aliments mal lavés ou mal conservés, qu'on ingère ou qu'on inhale sans prendre beaucoup de précautions. Et donc c'est une maladie qu'on a partout,
Si on a une campagne spéciale de vaccination qui permet de prémunir les enfants contre cette maladie, c'est vraiment une bonne chose et une chance, surtout que ça va les protéger pour les 5 années à venir. Et ça va être parallèlement introduit dans la vaccination de routine, avec la collaboration des partenaires de santé du Burkina Faso, comme l'Organisation mondiale de la santé, comme Gavi et d'autres partenaires qui accompagnent habituellement le Burkina Faso dans la mise en œuvre de tels programmes de campagne de vaccination, parce que ça coûte souvent beaucoup d'argent. On termine par cette actualité. Le nouveau passeport de l'AES sera mis en circulation dès le 29 janvier. Oui, annonce faite hier sur l'ensemble de l'espace de la Confédération État du Sahel. Pour le Burkina, c'est le ministre porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Pierre-René Gilbert Ouedraogo, qui a donné l'information. Et 29 janvier, en fait, ça doit nous dire quelque chose. Voilà. Parce que 28 janvier, il y a déjà des manifestations qui sont prévues, meeting particulièrement à la place de la nation de Ouagadougou pour dire, ça fait 1 an que l'AES a claqué la porte de la CEDEAO. Donc ça veut tout dire. Et puis le 29, c'est-à-dire un jour après, ça coïncide avec la date que la CEDEAO a présentée à la face de l'Afrique et du monde comme étant la date de prise d'effet de la sortie du Mali, du Niger et du Burkina de l'organisation. Même si courant décembre 2024, il y a eu un sommet à Abuja où les chefs d'État ont dit, bon, ils se donnent un nouveau délai de 6 mois pour voir comment les choses pourraient aller dans un sens ou dans un autre, et également pour éventuellement engager des discussions et négociations techniques pour voir comment on se sépare mutuellement et comment on gère le passif. Parce que la CEDEAO a des projets au Burkina, le Burkina a des travailleurs à Abuja, la CEDEAO qui a un bureau au Burkina emploie des Burkinabés, donc il faut, et c'est pourquoi l'observateur Palga en parle aujourd'hui une lettre pour l'ail, quelles dispositions pour les 70 Burkinabés de l'organisation, donc qui y travaillent, et qui sont des salariés, donc il faut gérer ça. Mais pour ce qui est du passeport, en fait, les chefs d'État de l'AES ont décidé que dès que la sortie des 3 pays de la CEDEAO prend effet, le nouveau passeport aussi est mis en circulation. Et selon le communiqué qu'on a tous écouté hier, ce nouveau passeport-là va être le passeport désormais délivré dans les 3 pays aux demandeurs de passeport. Mais s'il se trouve que les gens qui sont détenteurs des passeports qu'on a aujourd'hui avec l'holotype CEDEAO veulent échanger leur passeport, ils peuvent le faire. Sinon, normalement, les passeports là restent valides jusqu'à leur date d'expiration. Maintenant, si on a le passeport avec le logo AES, on imagine que c'est le passeport qu'il nous faut désormais pour montrer patte blanche à la fois dans l'espace AES et ailleurs, parce qu'on n'aura plus à se cacher. On est membre de l'espace AES. Et le président Simi Goïta, président de l'AES, a dit qu'il rassure l'ensemble des habitants de l'espace AES, pas moins de 70 millions d'habitants là, que les dispositions sont prises pour que ce document de voyage là facilite la libre circulation des personnes et des biens, à la fois dans cet espace et que dans d'autres espaces, grâce à la collaboration que l'AIS, la Confédération AIS, entend entretenir avec l'ensemble des autres pays du monde et des autres organisations de l'espace. Oui. Merci beaucoup, Elhadj. Merci à vous toutes et à vous tous. Allez, on va maintenant découvrir les couleurs du temps à travers la météo. Et pour la suite de cette aventure, nous allons recevoir un invité sur ce plateau et nous sommes heureux d'accueillir l'abbé Valérie Sakougri. Il est membre du comité d'organisation, du comité de pilotage, du moins c'est du jubilé du petit séminaire de Pabré. Bonjour à vous. Bonjour. Monsieur l'abbé, Ouais. bienvenue sur ce plateau. Merci bien. D'accord. Et les nouvelles sont bonnes au niveau du petit séminaire de Pabré? Oui, bien sûr. Nous sommes là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Donc, comme toujours. D'accord, super. On va d'abord regarder un élément et puis on revient parce que vous avez organisé justement une conférence de presse pour commencer l'annonce de cette bonne nouvelle avant donc de venir sur ce plateau. Donc, on regarde ensemble ce reportage de la rédaction de Savane Média et on revient.
Le petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré, fondé en 1925 par Monseigneur Joanny Thévenoud, marque ses 100 ans du 25 janvier 2025 au 24 janvier 2026. Plusieurs activités spirituelles, éducatives, culturelles et sportives sont au programme, selon le comité de pilotage du centenaire du petit séminaire de Pabré. Pour ce mois, nous nous retrouvons le samedi 25 janvier au petit séminaire de Pabré pour l'ouverture solennelle de l'année jubilaire. La messe aura lieu à 9h au petit séminaire de Pabré. Et après la messe, nous aurons un grand dassandara et des activités sportives et des activités culturelles. En février, notamment du 21 au 23 février, nous aurons les journées de réflexion sur l'autoprise en charge du petit séminaire de Pabré. Et au mois de mars, le 19 mars, à la fête de Saint-Joseph, nous célébrons le jubilé des voisins. Et le dimanche 30 mars, nous commencerons une neuvaine pour le petit séminaire de Pabré qui se déroulera en 9 mois. Le 1er mai, nous allons célébrer le jubilé du personnel. Et au même moment, nous comptons inaugurer le mémorial des grandes figures du petit séminaire de Pabré. En juin, du 13 au 15 juin, nous organisons le forum sur l'éducation des séminaristes. Au mois de juillet, nous allons avoir des sorties vocationnelles dans les paroisses pour faire des campagnes de vocation sacerdotale. Au mois d'août, nous aurons des reboisements, le grand reboisement du jubilé, 100 ans d'existence, et nous comptons planter 100 arbres. Et en septembre, ce sera la reprise au niveau du petit séminaire de Pabré. Et au mois d'octobre, mois de novembre jusqu'au mois de décembre, nous avons comme grande activité le concert de Noël. Et la grande clôture maintenant aura lieu le samedi 24 janvier 2026. Le petit séminaire de Pabré a été le berceau de nombreuses vacations sacerdotales et a formé des leaders qui ont contribué au développement sociopolitique du pays. La célébration du centenaire s'articule autour d'objectifs bien définis. Premier objectif spécifique, revisiter le chemin parcouru. Deuxième objectif spécifique, célébrer dans l'action de grâce les merveilles de Dieu et ses dons durant les 100 ans d'existence du petit séminaire de Pabré. Et troisième objectif spécifique, ouvrir des perspectives pour l'autoprise en charge et le développement du petit séminaire de Pabré. Le jubilé sera célébré autour du thème « 100 ans du petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré, Deo Gracias, œuvrant pour son rayonnement ». Et nous sommes de retour sur ce plateau, justement, c'est celui-là qu'on écoutait notamment au niveau du reportage, qu'on retrouve sur ce plateau, du moins il s'agit de l'abbé Valérie Sakougri. Alors, le petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré, donc c'est l'appellation exacte au petit séminaire de Pabré, comme on a l'habitude d'entendre. C'est quoi l'histoire en fait du petit séminaire de Pabré? Ouais, le petit séminaire de Pabré est une maison de formation fondé par Monseigneur Joanny Thévenoud. Donc, c'est le premier évêque du Burkina Faso, voilà, au niveau des Pères Blancs quand ils sont venus pour l'évangélisation. Et ça fait maintenant 100 ans, parce que c'est depuis 1925 que Monseigneur Joanny Thévenoud a fondé cette maison, parce qu'il a voulu un cadre de formation pour des prêtres et aussi pour des hommes bien formés pour la nation. Voilà, donc c'était un peu dans cet objectif qu'il a créé ce petit séminaire de Pabré en 1925. Bon, depuis 1925, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup d'activités, bien sûr, et nous sommes là en 2025 pour les 100 ans du petit séminaire de Pabré. Ah oui. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve comme activité au petit séminaire de Pabré? Voilà, comme je disais tantôt, c'est une pépinière de vocation. Donc, on y rentre là-bas quand on se sent appelé pour devenir prêtre. Oui. Mais d'une manière générale, on rentre très tôt, donc à l'âge de 12 ans, 11-12 ans. Après le CP. Voilà, après le CP, après le CP, un test. On fait le test, voilà, en CM2. Et puis si vous êtes admis, voilà, on vous accueille là-bas. Et voilà, mais c'est un moment de discernement surtout, de ta vocation, de ce que tu veux devenir dans la vie.
Donc c'est ça qui fait que même si vous rentrez au petit séminaire de Pabré, c'est pas obligé, c'est pas sûr que vous allez devenir prêtre. Ah, donc, voilà. On comprend. C'était juste ma question. Est-ce que forcément, parce que vous avez fait le séminaire, vous sortez prêtre Si on fait les statistiques, depuis la fondation, nous avons eu plus de 3000 élèves qui sont passés. Oui. Mais ceux qui sont devenus prêtres, c'est 200 seulement. Voilà, ah, donc... oui. Mais quand même, c'est un haut lieu de formation. Voilà, parce que on y trouve une formation humaine, formation intellectuelle, voilà, formation physique. Voilà, donc c'est pour former vraiment des hommes. Le premier objectif du séminaire, c'est pour former des hommes, même s'il garde toujours sa vocation de former des prêtres. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ce qu'on retrouve au petit séminaire de Pabré. Voilà. Alors, pour ce qui concerne toujours le petit séminaire de Pabré et la formation, ce que nous, on a l'habitude d'entendre étant de l'extérieur, c'est que les séminaires, en général, c'est vraiment une formation de qualité. En principe, si vous avez fait le séminaire, vous sortez quand même très intelligent et... C'est une formation rigoureuse. Ouais, vraiment, je pense que c'est une formation rigoureuse, la discipline surtout. Voilà, on y met beaucoup de soins pour la discipline pour l'éducation des élèves. Donc, comme je disais tantôt, ce n'est pas vraiment une formation uniquement intellectuelle comme dans les écoles, dans le lycée ou collège. Non, vraiment, c'est une formation intégrale. Voilà, donc ça prend en compte plusieurs aspects de la personne. Et ça fait que, comme c'est dans un cadre bien donné, et on met les conditions vraiment des meilleurs professeurs, une bonne bibliothèque, voilà, beaucoup de sport, pour que vous vous sentez vraiment bien, voilà, et puis... L'internat. Voilà, c'est ça, l'internat, l'esprit de la solidarité, voilà, donc il y a beaucoup de choses dedans. Ça fait que le cadre est vraiment idéal pour cela. Et bon, ajoutons aussi que ce qui permet à bien faire les études, c'est parce que au petit séminaire, on n'est pas très nombreux par classe aussi, parce que c'est vraiment sélectif. Voilà, comme on fait un test, c'est sélectif et ça tourne autour de 30 à 40 personnes par classe. Voilà, par classe, donc par promotion. Donc, moi, par exemple, je suis rentré en 1993, on était 28 seulement. 28. Pour avoir le test pour le petit séminaire de Pabré. C'était quoi, en 6e en fait? Voilà, en 6e. À l'époque, on commençait par la 7e, parce qu'il y a une classe qu'on appelait la 7e, justement par rapport aux questions de niveau. Oui. Et étant donné que les gens viennent de plusieurs écoles primaires, et on fait d'abord une première classe qu'on appelle la 7e pour mettre vraiment tout le monde au même niveau d'abord, parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux en rentrant au séminaire. Donc il y a une classe 7e avant de commencer la 6e. Donc le test, quand vous avez commencé la 6e, en tout cas vous avez déjà un bon niveau, c'est un niveau plus que la CM2. Oui. Voilà, et après maintenant on commence la 6e et ainsi de suite, ça va maintenant. Généralement pour ceux qui obtiennent le CEP, pour même avoir l'opportunité de participer au test d'intégration au petit séminaire de Pabré, il faut même avoir combien de moyens par exemple au CEP? Bon, c'est pas... c'est vrai qu'il y a le CEP, il faut avoir le CEP obligatoirement, mais au cours du test là, c'est surtout là-bas qu'on prend les meilleurs. Voilà, on prend les meilleurs. Et puis, on fait peut-être une répartition aussi par rapport aux différentes paroisses, nous on appelle les paroisses, voilà, pour que chaque paroisse puisse avoir au moins 1 ou 2 éléments, parfois 3, mais vraiment c'est les meilleurs. Donc ça veut dire que si tu es, par exemple, à Gongé ou à Kolonaba, il faut être le meilleur de Gongé, voilà, ou de Kolonaba, voilà, ou bien de Tangadassouli. Donc si on choisit 1 comme ça, ou 2, bon, c'est un peu comme ça, quoi. Donc il faut être le meilleur de là où tu te trouves déjà pour pouvoir avoir le test maintenant. Alors, donc ça c'est vraiment pour la formation académique. Et pour ceux maintenant qui, au finish, sont appelés par Dieu, qui ont la vocation de devenir... C'est ça. Et comment ça se passe maintenant quand on a la vocation et qu'on a été appelé par Dieu pour devenir abbé comme vous? Ouais, comme je disais tantôt, quand vous rentrez, normalement tout le monde en rentrant pense devenir prêtre un jour. Mais dans le discernement, au fil des années, et tu peux te sentir appelé pour une autre fonction, pour une autre mission. Donc, à partir de la 3e, vous devez faire une demande. Vous faites une demande pour dire si je veux continuer ou pas. Voilà, si tu te sens appelé par une autre mission, tu fais une demande pour sortir. Donc, on fait en 3e, on fait aussi en terminale. Bon, disons en première, déjà, on fait la demande pour qu'en terminale, après le bac,
vous puissiez continuer. Maintenant, si tu penses que tu es toujours appelé avec le conseil des prêtres, des autres frères et sœurs, tu fais la demande à l'évêque. Voilà, et l'évêque maintenant te donne l'autorisation d'aller au grand séminaire. Voilà, et après le petit séminaire, il y a la formation au grand séminaire. Bon, les choses ont changé. À notre temps, on faisait 8 ans au petit séminaire de Pabré et 7 ans au grand séminaire de Pabré, au grand séminaire plutôt pour devenir prêtre. Mais maintenant, on fait 7 ans au petit séminaire et 10 ans au grand séminaire. Voilà, parce que les gens rentrent un peu plus jeunes maintenant. Voilà, donc c'est bac plus 10 maintenant pour devenir prêtre. C'est un peu quoi, ouais, c'est long. Merci beaucoup, merci en tout cas pour ces informations. Maintenant, parlons du jubilé. 100 ans d'existence. Vous n'avez pas forcément 100 ans aussi. Ah oui, vous n'avez pas connu le début, mais vous connaissez l'histoire donc, du petit séminaire de Pabré. 100 ans d'existence, qu'est-ce que ça vous inspire? Ah ouais, 100 ans, c'est un moment d'action de grâce déjà. Voilà, c'est vraiment dire merci à Dieu qui a permis que cette maison existe pour former et des prêtres et des hommes vraiment bien bâtis pour, au service de la nation. Donc, ce qui nous vient vraiment à cœur déjà, c'est dire merci pour ces 100 ans d'existence et aussi faire revenir quand même, voir un peu l'histoire, un regard rétrospectif pour voir ce qui s'est passé, comment les choses qui ont été bien, ce qui n'a pas été bien, faire un peu une évaluation afin de mieux nous projeter. Donc c'est un peu ça déjà qui constitue les objectifs de la célébration de ce centenaire du petit séminaire de Pabré. Donc action de grâce, état des lieux et perspective. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la célébration des 100 ans déjà. Et pour les activités concrètement, qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que vous dites que la célébration va se passer durant l'année. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous logez comme activité? Ouais, donc, pour l'histoire déjà, je reviens sur un petit aspect. Et pourquoi on célèbre 100 ans? Parce que ce n'est pas gratuit. Oui. Et dans la Bible, il est institué voilà, que chaque 50 ans, on puisse faire une pause. Dieu a demandé à son peuple, à chaque fois qu'il y a la 50e année, on fait une pause, on fait une action de grâce, on fait une révision de sa vie. Donc quand on fait 50 plus 50, ça fait déjà 100. Voilà, donc c'est ça qui fait qu'on célèbre durant une année. Donc c'est ce qu'on appelle l'année jubilaire ou l'année sainte. C'est une année de grâce où on nous demande déjà dans la Bible de vivre certaines activités. Donc comme je disais, c'est une année de grâce. On doit tout faire pour vivre dans la miséricorde, nous aider, voilà, et vivre dans la sainteté, nous purifier, voilà, etc. Donc, ça fait que dans l'organisation de cette année jubilaire, on va avoir des activités allant dans ce sens déjà, voilà, des activités spirituelles et aussi d'autres activités. Donc, pour faire court, chaque mois, on aura une grande activité. Voilà, on aura une grande activité chaque mois jusqu'à l'année prochaine. Donc l'ouverture c'est prévu déjà pour demain, 25 janvier. Et le mois prochain, en février, nous aurons un forum sur l'auto-prise en charge. Parce que comme je dis, il y a la perspective. On veut voir, après 100 ans, quelles sont les activités que nous pouvons mener pour la gestion du séminaire, afin que nous ne soyons pas toujours là à attendre un soutien venant d'ailleurs, mais que nous puissions nous-mêmes voilà, prendre en charge ce petit séminaire-là. Donc, et puis ainsi de suite, mars, le jubilé des voisins, en avril, au mois de mai, le 1er mai, c'est la fête du travail, c'est le jubilé du personnel, tous les travailleurs du séminaire. Au mois de juin, nous aurons le jubilé des prêtres. Au mois d'août, nous aurons une campagne de vocation. Au juillet d'abord, au mois d'août, ça sera le mois c'est la saison des pluies. Donc nous allons faire une grande plantation d'arbres. Donc, et 100 arbres parce qu'il y a 100 ans. Et puis on va planter aussi 100 arbres. Voilà. Okay. Et puis ainsi de suite. Donc on a un concert nous comptons organiser en octobre déjà. Parce qu'en octobre on compte faire sortir l'album. Il y a un album qu'on est en train de préparer. Et en décembre aussi, il y a le concert de Noël. Et la clôture, ce sera le 24
janvier 2026. Donc, dans un an exactement, jour pour jour, dans 365 jours, nous aurons la clôture. Ah, que Dieu fasse que toutes ces activités puissent Amen. bien se tenir. Amen. Alors déjà, Abbé, pour ce qui concerne demain, vous avez dit le lancement, l'ouverture des activités, c'est demain. Qu'est-ce qui est prévu? Ouais, déjà pour demain, nous avons commencé les activités depuis hier avec une recollection, une recollection déjà, une prière. Bon, déjà il y a la conférence qui s'est passée la semaine passée et une recollection qui va finir aujourd'hui. Et ce soir, nous avons une procession au flambeau. Et demain maintenant, la grande messe d'ouverture solennelle du jubilé est à 9h au petit séminaire de Pablé. Mais bien avant la messe, nous aurons deux grandes activités à partir de 8h. Nous allons avoir la montée des couleurs à partir de 8h. Et puis la plantation d'un arbre symbolique, un baobab, voilà, pour marquer vraiment ses 100 ans. Et à 9h, la célébration. Après la messe, nous aurons un grand Dassandara. Et dans la soirée, autour de 16h, nous aurons deux matchs, un match de basket et un match de football contre les anciens séminaristes, ceux qui ont fait la maison, et avec les séminaristes d'actuels. Et les prêtres aussi contre les séminaristes d'actuels. Voilà. Donc, c'est une journée bien remplie en termes donc, de programme. C'est ça. Alors, une commémoration qui va se passer toute l'année, comme vous l'avez dit. Donc, chaque mois, vous tiendrez une grande activité. C'est ça. Et comment vous faites participer aussi peut-être les églises des quartiers, des autres localités? Oui, dans l'organisation, il est prévu, bon, de toute façon, comme je disais tantôt, il y a beaucoup d'anciens scénaristes qui sont déjà dans les quartiers, voilà, dans les paroisses, etc. Ils font les messes. Voilà, donc c'est surtout eux qui constituent les différentes commissions pour l'organisation de ce jubilé. Donc, quand il s'agit, par exemple, d'une activité, voilà, nous conjuguons les efforts de tous ces anciens séminaristes et aussi des autres personnes, parce que, disons, la maison, elle est une maison de tout le pays, parce qu'on a formé vraiment des gens pour tout le pays, et donc tout le monde se sent concerné, d'une manière ou d'une autre. Quand je prends, par exemple, deux exemples, le petit séminaire de Fabré a formé par exemple deux présidents de Burkina Faso. Le premier président, son excellence monsieur Maurice Yambero, voilà, et son excellence aussi Jean-Baptiste Ouedraogo. Voilà, l'autre c'est Yambero, Jean-Baptiste Ouedraogo. Donc c'est pour dire déjà que nous sommes là aussi au service de la nation et les gens se sentent plus ou moins intéressés par cette activité-là. Et comme je disais, c'est la première maison de formation des prêtres. Ça veut dire que tous les chrétiens, surtout de Ouagadougou, où tous les prêtres ont un lien d'une manière ou d'une autre avec cette maison. Parce que ce sont les prêtres qui ont été formés là-bas, qui ont baptisé les gens, et qui sont devenus chrétiens. Donc, on est tous liés d'une manière ou d'une autre. La grande maison. Voilà, à cette maison. On se sent concerné pour l'organisation. Et dans les commissions, on retrouve un peu les gens, et les gens participent vraiment à cette organisation globale. Ok. Et quand même, pour cette célébration, il y a un thème qui est choisi. Oui, c'est ça. Il y a un thème qui est choisi. Et petit séminaire de Saint-François de Sales de Pablé, 100 ans, œuvrant pour son épanouissement. Voilà. Okay. Donc c'est un peu ça le thème qu'on a choisi pour dire qu'on doit rendre grâce au Seigneur et puis aussi œuvrer pour l'épanouissement et le rayonnement du petit séminaire de Pablé. Vous avez parlé de bilan tout à l'heure. À ce jour ou actuellement, en commémorant ces 100 ans, qu'est-ce que vous désirez avoir de plus pour le petit séminaire de Pabré? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis. Et on veut quand même élargir un peu les infrastructures pour recevoir plus de monde. Et surtout, 100 ans, ça fait quand même les bâtiments sont un peu vieux aussi. Voilà, on veut rénover tous ces bâtiments au niveau du petit séminaire de Pablé et agrandir, comme je disais tantôt, et réfléchir aussi sur l'éducation des jeunes qui y sont. Parce que les temps ont changé, on ne peut plus continuer aussi à éduquer les jeunes comme avant. Il y a des valeurs fondamentales que nous gardons, mais il y a un petit changement aussi à faire. Donc, nous comptons au cours de cette année réfléchir sur tous ces aspects-là. Donc, en termes de bilan, en fait, il y a toutes ces choses et puis aussi ce que nous comptons faire, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, aujourd'hui,
vos perspectives aussi pour après cette célébration, quelles sont vos perspectives? Parce que vous avez parlé tantôt de perspectives. Oui, bien sûr, il y a des perspectives. Et après cette célébration, on pense faire des projections pour 25 ans déjà. Ok. Ouais, on va faire des grandes projections pour 25 ans et des grands investissements, voilà, d'entrepreneuriat, d'autoprise en charge pour le séminaire. Donc, disons que ce jubilé constitue un tremplin, c'est un moment fort pour booster et puis lancer les gens vers l'avenir. Donc, les réflexions vont se mener au cours de l'année, mais nous avons déjà pour perspective, en tout cas, de penser à faire quelque chose pour les 25 années à venir. Merci beaucoup. On a épuisé notre temps. Ah ouais. Quel est votre appel et votre message à l'endroit du public burkinabé concernant la commémoration de ce jubilé du petit séminaire de Pavré? Ouais, bon, c'est un appel à la mobilisation. Voilà, que demain déjà, les gens sortent nombreux pour la messe solennelle d'ouverture et qu'au cours de cette année aussi, les gens puissent se mobiliser autour de ce jubilé pour un franc succès de ce jubilé. Donc, la mobilisation et aussi la mobilisation des fonds. Voilà, parce que c'est une maison commune. Nous attendons votre contribution, vos participations pour rénover la maison et donner plus de perspectives, plus de place pour la formation des jeunes. Donc, c'est bien, surtout que c'est une formation de qualité. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Abbé Valérie Sakouri, d'être passé. Passez le bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent depuis le petit séminaire de Pavré. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci bien. Merci. Marquons une petite pause et puis on revient. Merci à vous de votre attention et cette fois-ci, on reçoit sur ce plateau Madame Brigitte Ouedraogo, présidente du collectif des femmes pour la paix et le développement. Bonjour à vous, Madame Ouedraogo. Oui, bonjour Madame Kema. Bienvenue. Merci. Alors, rien qu'hier, vous étiez face à la presse pour notamment apporter votre soutien à un meeting qui aura lieu le 28 janvier et donc mardi prochain. Alors, mais un mot quand même sur votre collectif, le collectif des femmes pour la paix et le développement. Ok, avant tout propos, je tiens à dire merci à Saba Media et merci à eux et d'avoir été à nos côtés hier pour nous accompagner et à travers la couverture médiatique et à titre gracieux. Et infiniment merci au PDG et merci aux autres médias, à tous les médias qui étaient avec nous hier pour nous accompagner. Ils étaient là à titre gracieux. Okay. Et merci aux téléspectateurs. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Présentez-nous justement votre collectif. Et le collectif des femmes pour la paix et le développement, c'est une structure qui est née de la volonté des femmes politiques et des femmes des associations féminines. Et il est né de la volonté d'accompagner la dynamique actuelle. D'accord. Et avec l'avènement du MPSR2 et sous les yeux du capitaine Ibrahim Traoré, les femmes ont décidé de s'unir, de se donner la main pour accompagner cette nouvelle dynamique parce que nous avons toujours décrié le manque de volonté politique d'aller vraiment dans la lutte contre le terrorisme et le développement. Mais nous voyons cette volonté avec le chef de l'État. Et main dans la main, nous les femmes du Burkina Faso, nous sommes unis au sein de ce collectif pour les accompagner. Bien sûr. Et pour la conférence de presse d'hier, l'objet c'était de marquer votre soutien au meeting du 28 janvier prochain. Qu'est-ce qui vous amène à marquer votre soutien? Et effectivement, le meeting et la conférence de presse du moins que nous avons organisée hier dans la matinée, c'était pour lancer un appel solennel à l'endroit de tous les Burkinabés, de tous les 4 coins, à se mobiliser massivement à la date du 28 janvier pour exprimer notre amour, notre patriotisme à l'endroit de notre pays. Parce qu'il y va de soi. Et le meeting se tiendra dans tous les 3 pays de l'AES. Donc, il n'y a pas de raison que les Burkinabés soient en marge de cette dynamique. C'est pourquoi nous avons organisé cette conférence de presse. Et c'est grâce au soutien de certains amis et de nos contributions individuelles
que nous avons pu tenir cette conférence de presse. Malheureusement, nos détracteurs ont dit que non, voici l'occasion de se faire des sous. Voici les femmes à vide d'argent qui organisent une conférence de presse pour appeler les Burkinabés à sortir, alors que les plus hautes autorités même ne savent même pas comment nous sommes débrouillés pour tenir notre conférence de presse. Nous avons demandé l'appui des médias que nous avons sollicités. Ils se sont mobilisés. Il y a d'autres médias que nous n'avons pas pris contact, mais ils ont appris. Et la conférence de presse, ce sont des médias patriotes. Ils se sont engagés à nos côtés. D'accord. On va réitérer quand même le message à l'endroit du public aujourd'hui. Je rappelle que ce meeting est organisé par la Coordination nationale de veille citoyenne, donc qui organise ce meeting-là pour marquer l'an 1 de la sortie des pays de l'AES, donc de la CEDEAO. Et vous, quel est votre appel à l'endroit justement du public? Et effectivement, le meeting est organisé par la Coordination nationale des associations de veille citoyenne et dont le collectif est également membre. Okay. Et le message que nous avons à l'endroit des Burkinabés, c'est de leur dire le combat sera rude. Il faut que nous soyons résilients. Il faut qu'on s'arme de courage. Parce que ceux que nous avons en face, ce ne sont pas des enfants de cœur. Mais nous avons cette force, cette résilience à aller de l'avant. Je sais qu'avec notre sortie, nous recevrons des coups de partout. Sur le plan de la communication, le terrorisme, ils vont envenimer davantage la situation. Mais il revient à chaque Burkinabé de rester ferme, de se mobiliser pour que le Burkina Faso soit un Eldorado, comme l'a dit son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. On n'a vraiment pas beaucoup de temps aujourd'hui. Donc, le meeting, c'est pour mardi, le 28 janvier. Quel est votre invite aussi à l'endroit des femmes? Et notre invite à l'endroit des femmes, c'est de leur dire que le capitaine Ibrahim Traoré est là pour les accompagner. Parce qu'il y a certaines femmes qui disent « Nous n'avons pas de moyens de déplacement, nous n'avons pas de carburant. » Je pense que son Excellence a été claire là-dessus. Il ne remettra pas de bus ni de car pour aller chercher des participants à ce meeting. Vous viendrez avec vos propres moyens. Si nous allons avoir 1000 personnes à la place de la nation, ce sont ces 1000 personnes qui seront prêtes à se sacrifier. Rappelez-vous de la guerre du Vietnam. Il y a des gens, il y a des Vietnamiens, voilà, qui ont été capables à ventre plat, de permettre à des chars de circuler sur eux pour aller combattre la France, pour aller combattre les États-Unis. Aujourd'hui, soyons prêts au sacrifice ultime. Également à nos détracteurs, comme on n'a pas suffisamment de temps pour échanger, c'est pour les dire, soyez sûrs que vous avez en face de vous des hommes et des femmes qui ont été investis d'une mission pour accompagner son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré à réussir sa vision. Donc sachez que de la même manière vous êtes déterminés à détruire notre pays, nous sommes aussi également plus que jamais déterminés à protéger notre bien. Le seul bien que nous avons, c'est le Burkina Faso et nous n'avons pas un autre pays. Nous allons le protéger, vaille que vaille, coûte que coûte. Oui, merci à tous. Merci beaucoup, Madame Brigitte Ouedraogo. Donc, c'est sûr que vous serez à la place de la Nation le 28 janvier avec les femmes du collectif, notamment pour ce meeting. Merci d'être Merci, Madame Nikema. Restez avec nous, on va vous raccompagner et juste le temps d'accueillir d'autres invités. Comme avec M. Nema Palinfo, je rappelle qu'il est formateur, il est moniteur à Victoire Auto-École. Bonjour, M. Palinfo. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci bien. Alors, aujourd'hui, on va apprendre, on va dire, à céder le passage ou à savoir qui a la priorité. Donc, concernant les passages à hauteur, des passages étroits. Oui. C'est bien quand même de nous dire c'est quoi passage à hauteur ou passage étroit. D'accord, merci bien. Bon, quand j'ai dit à hauteur des passages étroits, c'est les endroits de la circulation par moment où, bon, peut-être que ça peut être à la présence des travaux,
Donc souvent quand il y a les travaux d'aménagement de la route, on peut par moment fermer des voies. Okay. Donc pour dévier la circulation vers une seule voie. Donc ça, c'est un cas de rétrécissement de la chaussée. Ça peut être aussi dû peut-être que l'état de la route là-même n'est pas ça. Il y a des fois que vous circulez, que vous arrivez, peut-être qu'il peut y avoir un gros trou devant vous, il faut que forcément vous déviez, ou bien une flaque d'eau, pourquoi pas. Mais surtout au niveau des ponts là, les entrées sous les ponts, ou bien monter sur les ponts. En général, on rétrécit un peu la chaussée, on réduit le nombre de voies là, pour pouvoir faire le pont là solide. Bon, tout ça là, ça constitue ce qu'on appelle des passages étroits. D'accord. Donc souvent, vous allez voir que deux véhicules ne peuvent pas se croiser et puis se dépasser facilement. Souvent c'est difficile, souvent c'est impossible. Donc il faut que les véhicules là passent un à tour de rôle. Maintenant, comment cela va se faire? Voilà, comment on sait qui doit passer avant. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je propose déjà qu'on voit les panneaux qui matérialisent, qui montrent qu'on est à l'approche d'un passage étroit, d'un passage rétréci ou quoi. On regarde les panneaux et puis on revient pour que vous nous expliquiez qui aura l'ordre selon. Voilà, par exemple ça, rétrécissement de la chaussée vers la droite, d'accord? Oui, on continue. Donc ça veut dire que la chaussée est rétrécie vers la droite. Vers la droite. Okay. Voilà, ok, ça maintenant c'est des deux côtés. En général, lui là, il est placé à hauteur, à l'entrée des ponts là, ou bien pour monter sur un pont. Si on avance encore. Je reviendrai expliquer. Voilà, ça. Le rétrécissement de la chaussée maintenant du côté gauche. Voilà, je pense qu'on va laisser ça comme ça. D'accord. Et puis venir maintenant sur l'explication. Alors, Monsieur Palinfo, donc au cas où, dans les cas du moins où on serait face au rétrécissement de la chaussée ou de la voie, qui a la priorité, quel est l'ordre à suivre? D'accord. Donc, il y a deux cas qui vont se poser. Le premier cas là, il faut maintenant qu'il y ait la présence d'un panneau. Donc, qui parle de régime de priorité. Il y a de ces cas comme ça où il y a les panneaux qui déterminent l'ordre de passage. Donc, c'est ça la signalisation. Mais il y a l'autre cas aussi où il n'y aura pas aucun panneau pour parler de l'ordre de passage. Donc, mais en ce moment aussi, rassurez-vous que le code de la route a prévu quelque chose. Donc, on va aller à Samsi et puis prendre le premier panneau là, rétrécissement de la chaussée vers la droite. Ok, on passe au panneau. Oui. On regarde ensemble l'image. D'accord. Voilà. Donc, rétrécissement de la chaussée vers la droite. Le panneau m'annonce déjà, d'accord, bon, si tu es en agglomération, à 50 mètres devant toi, bon, la voie ne sera pas bonne de ton côté. En ce moment, c'est toi qui t'apprêtes. Bon, si tu arrives à ce niveau, qu'est-ce que tu vois? S'il y a des gens qui viennent en face, il faut patienter pour les laisser passer en premier, parce que de leur côté, il n'y a rien. Donc, c'est toi qui as un problème. C'est le cas des dépassements là. Donc, si on peut prendre un cas concret, c'est les dépassements. Quand vous voulez dépasser quelqu'un, vous êtes obligé de vous déporter dans la voie de gauche. Donc, en ce moment, vous tenez compte de ceux qui viennent en face. Donc, dans ce cas, c'est moi qui perds la priorité. Donc, si on peut aller avec l'autre, rétrécissement de la chaussée à gauche. Moi qui viens à droite, là, je perds la priorité. Non, c'est moi qui cède le passage à ceux qui viennent en face. D'accord. Bon, on va aller avec l'autre, rétrécissement de la chaussée à gauche. Rétrécissement de la chaussée à gauche. Ça, c'est des deux côtés. Voilà, donc ça, c'est à gauche. Rétrécissement de la chaussée vers la gauche. Bon, moi, je croise ce panneau. Donc, moi, je n'ai rien au niveau de ma voie. Donc, c'est ceux que je croise là maintenant qui doivent tenir compte de moi pour ne pas me gêner. Et si on revient maintenant avec l'autre panneau. Voilà, rétrécissement de la chaussée des deux côtés. C'est ce que je disais là. En général, on place à hauteur des ponts là, pour monter un pont ou bien entrer sous un pont. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant là-bas? Donc, lorsque celui-là, il est là, il doit être en principe accompagné de deux autres panneaux. Il y a un carré à fond bleu avec deux flèches à l'intérieur. Si on a l'image, on peut illustrer. Voilà, celui-là. Donc, signal de position d'une circulation à double sens dont j'ai la priorité sur ceux que je croise. D'accord? Dans ce cas, ceux qui viennent de l'autre côté du pont là auront un panneau d'interdiction. Donc, panneau circulaire avec deux flèches aussi dedans. Circulaire à bordure rouge avec deux flèches dedans aussi, si on retrouve l'image. Bon, d'accord. Donc, celui qui a ce panneau en face. Voilà, donc ça là. Ok. Donc, si vous avez ça. Si vous avez ça, vous passez à droite. Si vous avez ça, vous avez la priorité. Automatiquement, ceux que vous croisez de l'autre côté là auront le panneau d'interdiction qui vient de passer là. D'accord. Voilà. Donc, à ce moment, le panneau là dit de céder le passage d'abord à ceux qui viennent en face. Donc, c'est là, comme ça, là, les signalisations, en principe, là, qui départagent lors de passage. Mais maintenant, on va avec le deuxième cas. Le cas maintenant où il n'y aura aucun panneau, en réalité, pour maintenant départager sur l'ordre de passage, en ce moment, il faut considérer la catégorie des véhicules. Alors, si un véhicule poids léger croise un véhicule poids lourd, priorité à celui qui a la manœuvre la plus facile, c'est-à-dire le véhicule léger.
Maintenant, si c'est deux véhicules de la même catégorie, supposons deux véhicules légers qui se croisent et que le passage est étroit et qu'il n'y a aucune signalisation, en ce moment, c'est la règle de courtoisie. Entendez-vous passer peut-être dans la journée, quelqu'un peut klaxonner pour dire à l'autre, bon, engage-toi avant moi. Si c'est la nuit, on peut jouer avec les jeux de phare, là. D'accord? Maintenant, il y a d'autres cas aussi où, par exemple, deux véhicules de grande catégorie, deux véhicules poids lourds aussi qui se croisent. Donc, ça sera aussi la règle de courtoisie. Maintenant, si vous faites face à un transport en commun en agglomération, d'accord, n'importe quelle catégorie de véhicules qui croisent un véhicule affecté au transport de personnes en commun, les bus là, ou bien les cars en agglomération, et qu'il n'y a aucune signalisation, donc la priorité est au bus. Donc, transport en commun. Voilà. Qui transporte beaucoup de personnes. Plusieurs personnes en principe. Voilà. Bon, mais ça, je vais préciser. C'est ce que j'ai dit là. Ça, c'est au niveau des passages étroits. C'est-à-dire, c'est spontané. Peut-être rentrer sous un pont ou bien monter sur un pont. Ou bien, comme j'ai expliqué, l'état de la route est dû à... Mais lorsqu'il s'agirait maintenant de montées de côtes, c'est-à-dire les routes montagneuses là, ça aussi, c'est une autre... c'est d'autres règles qui s'appliquent là-bas. Bon, je vais proposer même peut-être que la prochaine émission, on va enchaîner avec ça comme ça, là, pour voir un peu la différence. Les routes montagneuses. Voilà. On termine par les conseils, M. Palinfo. D'accord, voilà. Le seul conseil là même, c'est la courtoisie en circulation. Si tout le monde est patient, courtois là, quelle que soit la situation, on va toujours s'en sortir. Sinon, c'est le pressé là qui amène souvent les cas compliqués. Voilà, pressé là, ça envoie des cas compliqués. On va quand même rappeler les agences de Victor. Voilà, nous sommes présents à Ouaga et à Bobo. Donc à Ouaga, nous sommes à Somgandé, c'est là-bas notre siège. Nous sommes aussi à Kilouin, Tampoui, Kosoguin et puis Kambouense. Donc en bas de chaque image, on a le numéro commercial pour ceux qui veulent appeler prendre les renseignements. Sinon aussi, vous pouvez vous déplacer directement dans une des agences citées. Donc c'est présent à Bobo, comme j'ai dit. Merci beaucoup. Merci M. Palinfo. On passe également le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis les agences de Victoire Auto-École, en commençant bien sûr par votre PDG, M. Difama. Merci, madame. On marque une petite pause et puis on retrouve d'autres invités. Merci. Merci, M. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et bien sûr, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous accordons quelques minutes pour parler de gala de boxe avec Monsieur Armel Régis Nikema, secrétaire adjoint du comité d'organisation du gala international de boxe Fight for Peace. Bonjour à vous, M. Nikema. Oui, bonjour madame et bonjour à tous les téléspectateurs de Savan TV. Merci beaucoup. Alors, déjà, c'est quoi Fight for Peace? Qu'est-ce que c'est? Fight for Peace, comme vous l'entendez, traduit de façon littérale, on pourrait voir directement combattre pour la paix. Voilà. Donc, en réalité, c'est un gala international de boxe qui va réunir 7 pays
qui est portée, une initiative qui a été portée par Ringo Sport Elite et avec également l'Union sportive des forces armées, l'USFA Box, et sous l'appui technique de la Fédération nationale de boxe. Voilà. Et donc, il faut dire que Fight for Peace, c'est vraiment une initiative qui vise à ramener en fait les amoureux de la boxe, parce que nous avons vu que la boxe était un sport qui était vraiment aimé de par le passé. On se souvient encore de Nabaloum Boum Boum. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous avons un combattant qui est dans l'ombre, en la personne de Mathias Napango, alias Mathias le Fighter, qui au jour d'aujourd'hui fait vraiment des merveilles, parce qu'il a 8 combats professionnels, 8 victoires, dont 7 par KO. Donc, c'était également FDS. Et donc, il faut se dire que cette initiative aussi, c'est une initiative qui vise à promouvoir la paix. Voilà, la paix, parce que le sport, c'est un facteur de cohésion sociale. Et c'est ce qui est en train de se dresser petit à petit. Et nous sommes en train de nous acheminer vers ce grand gala qui aura lieu le 7 février du côté du Palais des Sports. 7 février. Alors, au Palais des Sports, ça veut dire que c'est un gala qui va réunir beaucoup de public, beaucoup de personnes, je vais dire, un grand public. Pour le contenu, en fait, qu'est-ce qu'on aura comme programme? Voilà, il faut se dire que le gala a commencé depuis bien longtemps. On a un grand comité d'organisation qui travaille depuis des mois afin que ce gala puisse se tenir. Et donc, nous avons commencé par plusieurs activités. Donc, la première était le 14 décembre dernier, nous étions du côté de la place de la Révolution pour le lancement. Donc, on a fait un lancement. Et comme on ne pouvait pas parachuter jusqu'au 7 comme ça, nous avons eu à mener un certain nombre d'activités de proximité dans les quartiers. Donc, on a eu des combats d'exhibition, notamment le 21 décembre, nous étions du côté du quartier de Dapoya, où nous avons eu des combats d'exhibition. Le 11 janvier dernier, nous étions également du côté de Samba, notamment au terrain de Wagues, où nous avons vraiment eu des combats. Ça a permis en fait de prendre un peu langue avec la population. Et on a pu voir comment est-ce que ça intéressait toutes les couches, des passants, des femmes, des vieux, des jeunes, qui étaient là et qui ont vu. Et après cela, nous avons eu toute une série d'audiences pour présenter l'initiative aux autorités. Alors aujourd'hui, le temps est vraiment court pour nous. Pour ce qui concerne le 7 février, le jour même du gala, qu'est-ce qu'on aura? Est-ce que ce sont des combattants qui viendront d'ailleurs également Oui, bien sûr, on attend 7 pays, donc notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, le Nigeria, le Ghana et l'adversaire principal de Mathias, qui est un anglo-nicaraguayen, à la personne de Georges Moreno. Voilà, donc c'est en gros 7 pays qui sont attendus pour ce gala-là, avec comme vraiment marche phare le Burkina contre l'anglo-nicaraguayen. Voilà, Georges Moreno. Donc c'est vraiment un soutien national, c'est devenu un défi national, parce qu'il faut se dire que on peut dire depuis plus d'une décennie, on n'a plus encore eu de gala international de boxe. Et aussi, vous avez dit tantôt, le choix du Palais des Sports, c'était stratégique parce qu'il nous faut répondre à des normes internationales. Et pour répondre aux différentes normes internationales, nous avons besoin de réunir minimum en présentiel 5500 spectateurs et plus de 100 000 en ligne. Ah oui, donc merci beaucoup. Alors on va laisser un contact et puis comme c'est jusqu'au 7, on verra la possibilité de vous recevoir une autre fois. D'accord, merci bien. Le contact c'est le 66 28 72 80, voilà, ou le 70 12 11 20. Merci beaucoup, Monsieur Nikema. Marco, une petite pause. J'aimerais quand même inviter spécialement un public attendu, les personnes âgées, parce que via nos canaux de communication, on n'arrive pas à toucher nos grands-parents, nos papas qui sont des grands fans de la boxe, qui sont dans les quartiers. Nous vous invitons. Il Baba Marmarama, ils vous invitons. Il Gori la mer. D'accord. Voilà, le 7 février, Palais des Sports de pour le gala international donc, de boxe Fight for Peace. Merci beaucoup. Tout juste après, on retrouve Honoré.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. En fin d'émission, chaque vendredi, il est là pour nous donner les rendez-vous du week-end. Donc, virgule et on revient. Nous sommes de retour sur ce plateau avec l'honorable Honoré Onadia pour les rendez-vous du week-end. Bonjour Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs. Bon Juma Moubarak, et le bon Dieu exauce nos vœux et contribue en tout cas, voilà, que nous soyons tous des acteurs de paix, contribue en tout cas pour le retour de la paix sur place. Merci Honoré. On y va pour les rendez-vous du week-end. Alors nous débutons les rendez-vous du week-end avec Réo Anjoua qui débute aujourd'hui et qui va continuer son bonhomme de chemin jusqu'au dimanche 26, précisément à la place de la Nation, qui verra la participation d'artistes comme Blem, comme Idak Bassavé, comme Maïl Lengani, comme Martin et bien sûr Ramzi Gabana, Emeraude Evarinson, Bama Ampap, la légende pour ne citer que cela. Alors nous allons vous demander de vous déplacer du côté bien sûr de la place de la Nation de Réo pour vivre pleinement Réo Anjoua, puisque nous aurons encore une campagne de sensibilisation sur le port du casque, ce qui va éviter en tout cas beaucoup de conséquences dues aux accidents. Alors c'est à la population de Réo que l'on s'adresse. Déplacez-vous pour vivre pleinement. Voilà, Réo en joie, car nous allons déporter cette joie du côté de Réo. Et un cinéma? En cinéma, du côté du Ciné Nervoya, nous avons une projection spéciale. C'est bien sûr le film Mon pain, c'est mon pain croustillant. Ben, c'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30, 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs, ce jusqu'au dimanche. Alors pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, nous allons vous demander de vous déplacer. Et du côté du Ciné Burkina, bien sûr, nous rébellotons avec le film Bon Débarras 200% de Goumin. C'est un film de Yabon et je pourrais dire M6Z. Yacouba Napon alias M6Z, c'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Ce pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Donc déplacez-vous et ce aussi jusqu'au dimanche 26 pour suivre le film Bon Débarras 200% de Goumin. Ça c'est du côté bien sûr du Ciné Burkina. Et Honoré, on termine par les rendez-vous. Les rendez-vous de chez nous, déjà à partir de 11h, votre émission cadeau du jour. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour prendre part à l'émission. Demain, sur l'ensemble du média, vous avez rendez-vous avec votre émission 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va recevoir M. Saïdou Sanfo, dit le général, qui est le président de l'association Songtaba du Faso, voilà, revenant du front. C'est ce dernier-là qui viendra échanger avec le directeur de l'information. La rétrospective du son à la radio est prévue pour le dimanche à partir de 6h. Quant à celle de la télévision, c'est à partir du samedi à partir de 14h, le dimanche à partir de 7h30. La rétrospective des pensées et des proverbes partagées par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h. Et toutes ces informations, toutes ces actualités vous seront voilà, proposées par le capitaine Rasmane Nikiema, voilà, le maestro qui viendra s'entretenir avec vous. Comme quoi nous avons décidé d'être la puissance de la communication. Et je terminerai en direct tout simplement que là où va la masse, c'est là que ça se passe. Merci Honoré et à vendredi prochain. Inch'Allah, merci. Merci beaucoup à vous également, fidèles téléspectateurs, et merci à la diffusion pour ces quelques minutes accordées. On va se dire au revoir aujourd'hui cette semaine et en espérant se retrouver, Inch'Allah, en bonne santé lundi. Mais il me plaît en fin de semaine de dire merci aussi à toute l'équipe derrière. Merci à Michael Yamego qui a assuré la réalisation, Joseph Cavoré, Ernest Zida et Moïse ont assuré le son cette semaine. Merci à Laura, toujours à la production. On dit merci bien sûr à Nathalie au maquillage. Merci en salle de montage, en salle de diffusion et surtout à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Allez, à lundi.